BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, bienvenue, c'est le club BFM Crypto. Je vous souhaite une année 2024 exceptionnelle car c'est le premier club BFM Crypto de l'année exceptionnelle comme s'apprête à être le marché crypto en 2024 avec notamment le tant attendu ETF Bitcoin Spot. La réponse de la SEC, la Security Exchange Commission, peut tomber à tout moment. Restez avec nous. Elle tombera en tout cas au plus tard mercredi prochain, donc après-demain. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Villa-Montero, directeur pédagogique d'Alira, l'école de la blockchain, et auteur d'Alice au pays des cryptos. Bonjour Daniel. Bonjour Amaury. Pauline Arbandet aussi est avec nous. Bonjour Pauline, j'ai le plaisir de vous accueillir, de t'accueillir pour la première de cette année, journaliste BFM Crypto. Salut Amaury. D'abord, on part faire un tour sur le marché crypto et apparemment, il commence plutôt bien l'année. On a quand même plus 1,5% aujourd'hui sur le Bitcoin. Ça y est, on a repassé les 45 000 $. Nous sommes en ligne avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Bon Alexandre, ça y est, on repasse les 45 000. À quoi doit-on s'attendre dans les prochaines heures ? La volatilité risque d'être assez élevée avec l'attente autour de l'ETF. Ouais, on voit bien que c'est ça qui rythme le cours du Bitcoin depuis un mois maintenant en fait. Quand on regarde, on est dans une espèce de gros range, un gros canal entre 40 et 45 000. On a tenté d'en sortir par le haut la semaine dernière et puis ça a été violemment réintégré sous les 45 000 parce qu'il y a deux thèmes qui se télescopent effectivement. Le premier thème, c'est effectivement l'attente autour de la réponse de la SEC et ça vous allez en parler assez largement. Et on voit que tout ce qui va dans ce sens-là attire le Bitcoin, mais inversement tout ce qui peut être parfois note d'analyste ou même rumeur de marché sur un retard de la SEC sur la validation, voire un refus pour l'instant, attendant d'autres éléments de la part de la SEC. On l'a vu la semaine dernière, ça fait baisser de 5 000, 6 000 $ quasiment en quelques minutes le Bitcoin. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est la question des taux. On avait un sujet la semaine dernière, le sujet de la semaine dernière, ça a été le redressement des taux un peu partout dans le monde, les taux américains, taux européens. Pas les taux des banques centrales, mais les taux obligataires, le 10 ans allemand, le 10 ans français, ils sont redressés. On a vu que le marché n'a pas trop aimé ça parce que ça veut dire que peut-être que le marché, que ce soit le marché action ou d'autres, c'est un petit peu trop enthousiasmé sur les anticipations de baisse de taux attendues pour cette année. Et finalement, on a vu des chiffres la semaine dernière de l'emploi américain qui était toujours très résilient, de salaires qui progressaient plus fortement qu'attendu aux États-Unis. Et donc, ça a mis une petite pièce sur la question du est-ce qu'on aura une première baisse de taux au mois de mars ou pas. Et ça, le marché n'a pas trop aimé, ce redressement de taux. Et donc, le Bitcoin aussi, je pense, la semaine dernière a connu cette faiblesse par rapport à ça. Après, le tableau d'ensemble, pour faire rapide, ne change pas. C'est-à-dire, je pense que dans le pire des cas, nous consolidons. Dans le meilleur des cas, nous montons encore. Mais ce que je ne vois pas du tout arriver, c'est un scénario vraiment de reflux pérenne du Bitcoin. Si vous voulez, il n'y a pas d'argument pour ça. Pour ça, il faudrait vraiment des éléments extrêmement contraires, c'est-à-dire des taux qui se redressent très fortement, la SEC qui repousse à plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, plusieurs semestres même, l'émission du premier ETF spot Bitcoin. Donc, c'est pas ce qui semble le plus probable aujourd'hui. Mais je dirais que le risque qu'on peut toujours avoir un petit peu à court terme, c'est ce risque sur les taux, sur le dollar, sur le sentiment d'inflation. Cette semaine, on a les chiffres d'inflation aux États-Unis, là, ce sera jeudi. Voilà, c'est typiquement le genre de choses. Si l'inflation est un peu résiliente, eh bien, qui peut faire retomber à nouveau le Bitcoin vers les 40 000. Mais je pense que la zone, 40-45 000, c'est plutôt une zone d'accumulation avant le prochain rallye, qui nous amènera à 50 000 et au-delà, plutôt qu'un point, vous voyez, de distribution très latéral où ça rechuterait pérennement. Donc, toute chute un peu costaud vers 40 000, voire un peu en dessous si ça va arriver, je pense que c'est plutôt des stratégies de buy the dip qu'il faut avoir, même plutôt que des stratégies où il fallait se dire que c'est le sommet qu'on retombe. Vous voyez, c'est plutôt des creux exploités plutôt que des sommets qui se formeraient au stade actuel. Alexandre Baradez, positif sur le Bitcoin en ce début d'année. Merci beaucoup Alexandre. On vous retrouve dans une semaine pour refaire un point et d'ici là, on aura peut-être un ETF Bitcoin Spot. D'ailleurs, restez bien avec nous. La nouvelle de la SEC peut tomber à tout moment. Pauline, combien d'entreprises ont déposé des demandes pour cet ETF ? Il y en a 14 au total aujourd'hui ? Aujourd'hui, ouais, il y a effectivement 14 fonds d'investissement ou gestionnaires d'actifs, parmi lesquels on peut compter BlackRock, Fidelity ou Invesco, qui ont fait des demandes d'ETF Bitcoin Spot. Et ça s'est fait au cours de l'année 2023. C'est vrai que la demande de BlackRock en juin 2023, elle a vraiment accéléré les choses dans le sens où, comme c'est vraiment le gestionnaire d'actifs qui gère à l'heure actuelle le plus de milliards de dollars. 10 000 milliards de dollars sous gestion, on rappelle. C'est ça, en circulation. Et donc, c'est vrai
que ça a incité les autres, ses concurrents d'ailleurs, à vouloir déposer des dossiers parce que ils se sont dit que si la SEC venait à accepter ce dossier de BlackRock, a priori il y aurait de fortes chances pour que Fidelity, Invesco et les autres puissent aussi recevoir cet agrément. Bon, là la SEC doit s'exprimer avant mercredi, doit donner une réponse, mais une réponse qui ne sera pas définitive, c'est-à-dire que en cas de refus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'ETF Bitcoin Spot, il pourra être accepté plus tard dans l'année. Là, a priori, on tend plutôt vers une acceptation ou un refus, Pauline ? Mais c'est difficile de le dire. Il y a vraiment deux scénarios qui se jouent et la semaine dernière a montré, notamment avec le Bitcoin qui a fluctué, qu'il y avait toujours ces deux possibilités d'acceptation ou de rejet. Au cours des derniers mois, la tendance était plus sur le côté acceptation d'un ETF Bitcoin, ce qui a permis à la reine des crypto-monnaies vraiment d'augmenter. Le Bitcoin a fait plus 160% en un an parce qu'il y avait cette tendance de se dire comme la SEC approuvait jusqu'à présent des ETF contrats à terme depuis 2021, mais qu'elle n'approuvait pas du tout d'ETF spot parce qu'elle considère que c'est plus compliqué, ça peut favoriser davantage les manipulations de marché, voilà. Donc elle était très ferme sur ce côté-là, mais qu'il y avait des gros acteurs comme BlackRock qui se sont mis sur ce créneau. Des experts pensent que la SEC peut accepter. Mais la semaine dernière, et on l'a vu, le Bitcoin qui chute de 45 000 $ à 42 000 $, il y a eu des rumeurs comme quoi finalement ça serait peut-être plus compliqué que prévu. Il y a eu une analyse de Matrix Sports qui a indiqué que visiblement ça serait pas pour de suite l'acceptation, peut-être plus deuxième trimestre 2023. Et donc on a encore ces deux tendances qui se jouent, mais la porte reste ouverte aux deux scénarios jusqu'à mercredi. Ouais. On verra, en tout cas on aura une réponse très vite là dans les 48 heures, une première réponse, soit c'est pas accepté, soit c'est accepté. En tout cas les deux scénarios qu'il y a, c'est qu'en cas de refus, bon évidemment on peut s'attendre à une chute assez importante du Bitcoin, mais aussi en cas d'acceptation, c'est pas simple, on peut avoir une hausse assez éphémère et derrière un sell the news comme on dit en bourse parce qu'effectivement cet ETF Bitcoin Spot a de fortes chances d'avoir été quand même pas mal pricé durant l'année 2023. Daniel, depuis combien de temps vous êtes dans l'écosystème crypto ? Ça fait combien d'années maintenant à peu près ? De manière active et professionnelle, ça va faire 4 ans maintenant. Okay. Mais j'étudie la question d'un point de vue scientifique depuis bien plus longtemps. D'accord. Bon, justement, avec le recul que vous avez, comment vous voyez l'arrivée, je dis potentielle, mais on sait qu'il va arriver, on ne sait juste pas quand, on ne sait pas si ça sera avant mercredi ou alors plus tard, comme le disait Pauline, plutôt au deuxième semestre de l'année. Quel regard vous avez sur cette arrivée potentielle d'ETF ? J'ai un regard plutôt pluriel sur cette question-là, parce qu'au-delà de l'aspect, on va dire, réglementaire, c'est aussi un peu l'acceptation sociale de cet actif et d'arriver peut-être à un stade où il serait considéré comme les autres. Et moi, en fait, ce que j'observe, c'est Internet, au tout début, avait une presse un peu douteuse, mais dès qu'effectivement, on a vu qu'on pouvait faire du e-commerce et que les banques se sont rendues compte que c'était quelque chose d'extrêmement intéressant qui pouvait être exploité, avec lequel on pouvait faire beaucoup de choses, tout d'un coup, l'image que les gens avaient d'Internet a beaucoup changé. Moi, je remarque, par exemple, qu'avec l'arrivée de ces ETF, il y a notamment la publicité de Bitwise, qui est effectivement quelque chose de complètement paranormal qu'on ne pouvait pas imaginer avant, avec effectivement des choses qui mettent en avant ces actifs-là, qui mettent en avant naturellement l'écosystème qui va être autour de cela. Donc c'est vraiment à mes yeux, c'est un rapport différent qu'aura la population si jamais cet ETF passe, puisqu'on va le retrouver dans les brochures des comptes titres des différentes banques et des choses comme ça. Donc ça va devenir quelque chose de plus ordinaire. Finalement, pas mal de détracteurs qui jusqu'à maintenant étaient sceptiques, voire extrêmement critiques envers le Bitcoin, notamment les banques, vont se mettre à dire finalement, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal, et c'est surtout que d'une certaine manière, certains d'entre eux ont commencé à se positionner. Je pense notamment à la Société Générale, qui effectivement a été très avant-gardiste là-dessus, la Banque des Lubac, un peu moins connue, mais dont beaucoup de personnes sont passées par Alira et qui effectivement est très, très avant-gardiste sur ces questions-là. Donc pour moi, c'est réellement une question essentielle qui est en train de se jouer maintenant. Allons-nous considérer Bitcoin et plus tard d'autres cryptoactifs comme des actifs comme les autres ? Bon, et puis il y a aussi, il y a pas mal de catalyseurs potentiels de ce marché cette année qui peuvent arriver. Donc, il y a l'arrivée de ces ETF, il y a les taux des banques centrales, comme on a parlé avec Alexandre Baradez il y a quelques instants. Et il y a aussi le halving de Bitcoin qui aura lieu a priori en avril de 2024, parce qu'on ne peut pas avoir la date exacte pour l'instant, mais en gros c'est tous les 4 ans. Donc le nombre de récompenses pour les mineurs divisé par 2, ce qui augmente la rareté du Bitcoin.
Dans les cycles précédents, s'en est suivi dans les semaines après un bull run, en tout cas un marché fortement haussier. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose cette année ? Alors, figurez-vous que je n'ai pas de boule de cristal, mais on peut s'y attendre. Globalement, l'idée du halving, on va rapidement détailler ce que cela veut dire. Alors, on dit tous les 4 ans, mais pour être exact, ça devrait être tous les 210 000 blocs. Et l'horloge faisant bien les choses, on est aux alentours de tous les 4 ans. On s'approche donc du 840 millième bloc, et cela veut dire que le code va faire ce qu'il est censé faire, donc divisé par 2, comme vous l'avez bien souligné, la récompense des mineurs. Donc inévitablement, quand vous êtes dans un secteur où tout d'un coup l'offre est divisée par 2, il va y avoir naturellement certaines perturbations. Alors, le marché étant une machine à anticiper, peut-être que cela a déjà été totalement pricé, peut-être que la hausse vient aussi de tout cela. Mais en tout cas, ça va effectivement avoir un impact. Traditionnellement, ça en avait. Et on pourra aborder la question du halving un peu tout à l'heure pour rentrer un peu dans le détail. Oui, vous avez écrit un livre, Alice au pays des cryptos. D'ailleurs, Pauline, vous avez fait un article, d'ailleurs même plusieurs articles avec un certain nombre de livres que vous recommandez. Et Alice au pays des cryptos est dedans. Vous pouvez le montrer d'ailleurs. Bien sûr. Alors, à l'antenne, voilà. Donc, si vous ne l'avez pas déjà acheté pendant les fêtes, vous pouvez l'acheter. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce livre, Daniel ? Oui, très rapidement. Globalement, l'idée, c'est une demande qu'on m'a faite, la maison d'édition Édition Faubourg, que je me permets de saluer maintenant, qui m'a fait cet honneur, voulait en fait un ouvrage qui permette de vulgariser et de comprendre cet écosystème-là. Et il s'avère que des ouvrages qui expliquent comment fonctionne Bitcoin et l'impact économique qu'il peut y en avoir, globalement, il y en a beaucoup. Et j'ai donc décidé on a opté pour la bande dessinée parce que c'est un médium qui est quand même beaucoup plus accessible. Et on s'est beaucoup focalisé sur une chose qui, à mon avis, était assez peu abordée dans ce genre d'ouvrage, c'était d'expliquer ce que c'est que vivre un bull run. C'est-à-dire que si bull run est déclenché par le prochain halving, c'est bien mignon, on sait très bien ce que ça fait sur une charte graphique, mais qu'est-ce que cela veut dire au niveau de la communauté ? Quel est le sentiment, effectivement, d'euphorie ? Donc, bull run, c'est un marché haussier. Donc là, ça veut dire que vous expliquez un peu le fonctionnement des cycles qu'il peut y avoir dans le marché crypto. Tout à fait. Les cycles crypto qui sont très particuliers, qui sont d'une certaine manière, en tout cas jusqu'à maintenant, rythmés par ce fameux halving de Bitcoin, et qui a ses codes et qui est extrêmement particulier. Donc vraiment, on a déjà un vocabulaire qui est très particulier, on a une approche qui est très particulière, il y a aussi un public d'investisseurs qui est très différent du public ordinaire, qui est souvent un public un peu plus jeune, qui au-delà d'être accroché à un appât de gain, est aussi accroché à certaines valeurs, certaines choses importantes à leurs yeux. Et donc, ça génère un peu comme la machine à vapeur a généré la culture ouvrière, disons que les technologies blockchain ont généré une forme de culture et il était intéressant pour moi, par l'intermédiaire d'Alice au pays des cryptos, de la faire découvrir au plus grand monde. Bon, et comme à chaque cycle, on a aussi des nouveaux entrants, des gens qui arrivent dans le marché. Alors là, est-ce qu'on est en bull run ? Certains disent que oui sur le Bitcoin, bon, le temps nous le dira. Mais en tout cas, Daniel, vous m'avez dit, quand on discutait là, juste avant de rentrer en plateau, finalement, c'est plutôt un bon moment pour les personnes qui ne connaissent pas cet écosystème, pour s'y intéresser et y rentrer. Pour quelles raisons ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, je vois 4 alignements d'étoiles, 4 signaux qui sont plutôt positifs pour effectivement une motivation intellectuelle. Déjà, la couleur politique, la couleur réglementaire avec le fameux ETF, on a vu ça tout à l'heure. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a une deuxième couleur qui, pour moi, est très importante, c'est que ces cycles obéissent à des moments un peu calmes, qu'on appelle les bear markets, durant lesquels, effectivement, les projets peuvent travailler un peu plus calmement, sans avoir la pression des levées de fonds et ces choses-là. Et donc, on sort de 2 années de ce qu'on appelle du build, de construction, durant, en fait, ces protocoles ont pu travailler, on peut avancer, on peut régler les problèmes, les bugs que ces solutions avaient déjà. Donc on peut déjà souligner par exemple le retour de Solana qui est arrivé au top 5 des capitalisations boursières de crypto. Je n'ai même pas souvenir que ça a déjà été. Et une ça fois. C'est assez incroyable ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'en fait, alors je crois que Solana a pas mal souffert de l'affaire FTX. Ils étaient liés financièrement très étroitement, donc oui, c'est évident. C'est ça. Et là, depuis le plus bas, donc en quelques semaines, on a fait quoi, quasiment 1 x 10, je crois, sur Solana ? Tout à fait. Alors, personne s'y attendait. En tout cas, j'imagine que ceux qui s'y attendaient étaient assez discrets. On a vu arriver, en fait, un deuxième DeFi Summer, c'est-à-dire une grande utilisation de la finance centralisée dans ce réseau-là. Il faut voir que Solana est ce qu'on appelle un Ethereum killer, c'est-à-dire une solution qui est censée concurrencer Ethereum sur la notion de plateforme. Et globalement, ce qui s'est passé, c'est que il y avait eu effectivement la crise d'FTX. Il faut dire qu'économiquement, ces deux entités étaient relativement liées. Donc, on avait peur que FTX brade ses derniers tokens pour effectivement pouvoir recouvrir ses dettes et que pour le coup le token de Solana en soit meurtri. Oui. Voilà, tout à fait. Et globalement, il y avait aussi quelque chose qui était, Solana tombait parfois en panne, avait des problèmes de robustesse. Ça semble avoir été corrigé en tout cas. Au-delà de cela, on a commencé à avoir aussi pas mal d'airdrops. C'est la 3e coloration que je voulais donner effectivement à cette partie-là. C'est-à-dire que globalement, des protocoles ont décidé que c'était le bon moment de partager une partie des tokens avant qu'ils soient lancés à la communauté, à celle
celles et ceux qui... Donc voilà, un airdrop, c'est quoi? Comment on peut définir ça? C'est quoi? C'est une partie, c'est un projet Tout à fait. qui pour récompenser certaines personnes qui utilisaient des projets connexes sur la blockchain, en tout cas qui faisaient du stacking ou certaines actions, qui donnent gratuitement des nouveaux tokens d'un projet au moment de son lancement, c'est ça? Tout à fait. Et on peut recevoir ça... Et pour y être éligible, il faut avoir fait certaines actions. Pour être éligible, il faut être acteur. On ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, l'idée, c'est que lors du lancement du token, qui est souvent lié à un projet, on dit souvent, si vous voulez, quelqu'un s'intéresse à Bitcoin, vous lui en donner un tout petit peu, il va s'intéresser, le fameux skin in the game. Voilà. Là, globalement, on est dans la même logique. Lors de l'émission de ce token, une partie de ce token, plus ou moins grande, est partagée, directement droppée, comme un parachutage, c'est pour ça qu'on appelle ça un airdrop, aux acteurs, effectivement, qui montrent des signes d'activité dans le réseau. Donc ça peut être effectivement stacker une certaine quantité, ça peut être aussi faire des transactions, utiliser tout simplement des protocoles. Et les rumeurs, alors bon, j'ai aucune boule de cristal, mais les rumeurs disent qu'effectivement sur Solana, il pourrait y avoir d'autres airdrops, ce qui fait aussi que certaines personnes se réintéressent à ce protocole-là, dans l'espoir naturellement de bénéficier de ces cadeaux-là. Bon, et puis justement pour les nouveaux entrants dans ce marché qui commencent à arriver, mais d'ailleurs c'est intéressant parce que on voit que quand on fait des recherches sur par exemple Google Analytics et qu'on regarde le mot buy Bitcoin, ça a légèrement augmenté, mais pas autant que le cours du Bitcoin. Donc on voit que c'est pas réellement les nouveaux entrants qui ont fait la hausse. C'est soit des acteurs institutionnels, bon, on ne sait pas exactement, soit des gens qui étaient déjà là. On est d'accord, Daniel, là-dessus? Tout à fait. Bon, enfin, tout porte à le croire en tout cas. Voilà, mais pas mal de gens nous rejoignent. Quelle source d'information ils pourraient utiliser, sachant après la newsletter de Pauline Armandet et tous les articles que tu écris au quotidien, Pauline, et évidemment cette émission, on est là tous les jours à 15h et à 21h30. Daniel, quels conseils vous auriez à donner pour ces nouveaux entrants qui veulent s'informer et apprendre sur cet écosystème passionnant qu'est le Web3? Tout dépend en fait comment les gens vont se positionner. Si vous avez le sentiment que ça peut impliquer votre métier, donc soit ce sont au niveau des métiers de l'argent, au niveau des métiers de la confiance, et que vous dites que cet outil-là, au-delà de Bitcoin et les technologies blockchain peuvent me servir, tout simplement vous pouvez vous former. Il y a des organismes de formation qui font cela. Alira le fait depuis maintenant plus de 4 ans. Nous avons 1000 professionnels qui ont rejoint l'écosystème. Certains d'entre eux ont même eu l'occasion de s'illustrer chez BFM Crypto. Vous pouvez aussi tout simplement suivre les différents médias qu'on en a. On a Cryptos, vous invitez ici souvent sous la personne de Valentin Demey, suivre bien sûr BFM Crypto, bien entendu. Il y a Grand Angle Crypto qui se remarque aussi pour du contenu extrêmement qualitatif. Chez Alira, globalement, il y a des formations pour les développeurs, des formations pour le conseil en entreprise aussi, de conseil blockchain qui permet d'accompagner et savoir si la transition de ce niveau de technologie est intéressante, parce que c'est bien d'y investir, mais c'est tout aussi bien de pouvoir l'utiliser. La finance décentralisée pour en comprendre les moindres recoins, la tokenomics qui est quand même l'économie des tokens, qui est une science quand même relativement rare, et on est les rares à pouvoir transmettre des informations là-dessus, et depuis peu quelques formations aussi en conseil en développement IA. Vous avez aussi des professionnels, c'est-à-dire que globalement, si vous désirez d'investir, l'une des meilleures solutions est aussi tout simplement de se faire conseiller à des conseillers en patrimoine qui aujourd'hui ont fait les virages technologiques. Je pense notamment à lui, Alexandre de Froissart, que vous avez l'occasion de recevoir ici. Effectivement, il y a des CGP qui s'y mettent de plus en plus. Il y a Laurent Auvion aussi qui vient sur ce plateau qui disait que il avait du mal à convaincre ses collègues, notamment CGP, en leur disant mais attendez, vous êtes peut-être en train de passer à côté de la meilleure classe d'actifs en 2023. Mais il y en a qui s'y mettent. Pas assez encore, mais il y en a qui s'y mettent. Il y en a qui s'y mettent et ils passent souvent effectivement chez Alira. Il y a aussi Alpin Capital, où une partie non négligeable du personnel a été formée chez nous. Et puis aussi, si à un moment donné, ce n'est pas en tant qu'investisseur ni en tant que professionnel, moi j'ai tendance à dire qu'effectivement Bitcoin, les blockchains et tout cet écosystème-là a un véritable intérêt intellectuel, un intérêt culturel. C'est une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir le monde qui se développe. Et pour cela, vous pouvez effectivement lire Alice au pays des cryptos, mais il y a aussi tout un mouvement qui a suivi un tout petit peu la création d'Alice, qui s'appelle les cryptocultures, qui sont des livres pour des enfants, qui sont des livres pour des personnes, des thrillers qui mettent en fait, ce sont des histoires ou tout simplement des histoires tout à fait ordinaires, mais dont on va dire la narrative tourne autour de Bitcoin, tourne autour des blockchains, des cryptos, comme n'importe quel autre type de narrative. Pauline, la création de contenu sur cet écosystème, sur le Web3, elle a beaucoup évolué là, cette dernière année, par exemple? Ah oui, sur le Web3, c'est vrai que l'année dernière... Je pense qu'à partir de 2022, quand on a vu les turbulences sur le marché crypto, il y a eu de plus en plus de médias traditionnels et même de médias spécialisés qui se sont, qui ont voulu couvrir l'information, parce que je pense qu'il y avait un réel besoin de compréhension de la part d'auditeurs, de téléspectateurs et vraiment de lecteurs et lectrices. Donc c'est vrai qu'on a vu certains médias se développer, ou en tout cas chroniques qui se sont intégrés dans des médias traditionnels. Et
du fait, je pense aussi de ce qu'on a vécu en 2022 et de la suite de 2023 qui s'est un peu améliorée sur le marché crypto. On a eu aussi l'émergence de pas mal de livres, dont le vôtre, Crypto Dystopie aussi, qui est assez intéressant. Et je pense que vous l'avez ramené. Ici aussi, Voilà, de vous le montrez Benjamin à Loiseau. l'antenne. Voilà. C'est ça, qui effectivement qui contient des petites histoires courtes sur les crypto-monnaies, les NFT, le Web3 de manière générale, et qui permet de se plonger un peu dans un futur 2035 pour comprendre aussi les crypto-monnaies au jour le jour et savoir comment ça peut s'appliquer plus tard. Mais il y a différentes manières de communiquer et d'informer. Et je pense que, en tout cas, dans les crypto-monnaies, il faut, au-delà de tous les intermédiaires, il faut savoir se renseigner soi-même. Typiquement, pour ceux qui sont en capacité de le lire, sur le Bitcoin, lire le white paper en anglais ou en français et le lire même 15-20 fois, parce que c'est pas à la première lecture qu'on peut comprendre vraiment de quoi il s'agit, mais juste aller à la base et se renseigner. Voilà, les résolutions de 2024 de Pauline Armandin. Lisez le white paper de Bitcoin plusieurs fois, en français, en anglais. Voilà, faites-vous plaisir. Ouais. Il y a aussi un des catalyseurs, enfin, ce qui pourrait être un des catalyseurs de ce marché en 2024, c'est les élections américaines. Novembre 2024, et on va parler de Donald Trump. Alors lui, à ma connaissance, il n'a pas écrit de livre sur les cryptos, mais il a vendu des NFT à son image, à son effigie. Et il est en train de s'en débarrasser, Pauline, c'est ça ? Alors en fait, Donald Trump s'est effectivement lancé 3 collections de NFT au cours des derniers mois. Je ne sais pas si tu avais vu passer ces NFT où il se présentait en héros des temps modernes. Voilà, soit sur une moto, soit sur des chevaux. Enfin bon, bref, il en a fait à toutes les sauces. Et en fait, du coup, il a accumulé pas mal d'argent. En l'occurrence, il y a des documents financiers qui sont sortis. Il a gagné 5 millions de dollars d'Ether et 4,9 millions de dollars grâce à la vente de ces NFT. Mais effectivement, d'après des mouvements récents de son portefeuille crypto et qui ont été analysés par Arkham Intelligence, qui est en fait une société spécialisée sur la blockchain, il se serait récemment débarrassé d'un peu plus de 1000 Ethers, soit l'équivalent au moment où il les a vendus de 2,4 millions de dollars. Pas mal. C'est une somme assez conséquente, évidemment qui n'a pas été confirmée par Donald Trump, mais normalement Arkham Intelligence donne quand même des informations très fiables puisqu'ils connaissent bien la blockchain. Et la question que tout le monde se pose, c'est en fait, pour quelle raison il fait ça ? Est-ce que c'est en lien avec la présidentielle ? Est-ce qu'il a besoin d'argent ? Donc il a décidé en tout cas de se débarrasser de ses Ethers, et c'est vrai qu'il en détient quand même pas mal, donc il peut y avoir d'autres mouvements sur le marché à observer de la part, a priori, de ce portefeuille crypto attribué à Donald Trump. Article de Pauline Armandin retrouvé sur notre site BFM Crypto. Et très rapidement, Pauline, parce qu'on l'a beaucoup suivi ici, le procès de SBF, Sam Bankman-Fried, qui a eu lieu en novembre 2023. Il a été déclaré coupable de 7 chefs d'accusation. Il devait y avoir un autre procès en 2024, mais finalement, il n'y en aura pas. Oui, tout à fait. Il devait y avoir, c'était le 11 mars prochain, donc un procès pour lequel il était aussi, il faisait l'objet de 5 chefs d'accusation, notamment d'associations de malfaiteurs en vue de corrompre un agent étranger ou d'effectuer des donations à des hommes politiques. Et puis finalement, en fait, le procureur américain en charge de l'affaire FTX a considéré qu'il n'y avait pas besoin de faire ce nouveau procès parce que d'une part, il faut, et je cite ces termes, une résolution rapide du dossier SBF pour pouvoir, dans la mesure du possible, pouvoir indemniser au plus vite les victimes. Et en même temps, le procureur a considéré qu'en fait, parmi les 5 chefs d'accusation... ça a déjà été traité, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Les 7 que tu évoquais, notamment de fraude aux investisseurs et aux clients, ont déjà été évoqués. Donc en fait, ça ferait doublon. Toujours est-il que fin mars, je crois que c'est le 28 mars prochain, on connaîtra la sentence finale pour SBF. Il risque quand même jusqu'à 110 ans de prison. Et rendez-vous le 28 mars. Mais d'ici là, je vous donne rendez-vous demain à 15h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Daniel Villa-Montero, directeur pédagogique d'Alira, l'école de la blockchain, et auteur d'Alice au pays des cryptos, que vous pouvez retrouver en librairie. Pauline Armandin, journaliste BFM Crypto, avec nous. Suivez sa newsletter
que vous aurez dans vos boîtes mail à 18h et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.